Bonjour et bienvenue sur le plateau de Sport Corner. Nous inaugurons une série d'émissions organisées par le think tank Sport et Citoyenneté, qui est un think tank européen qui met en situation de débattre des sportifs de haut niveau, des responsables politiques, pour essayer de faire passer des messages entre institutions sportives, pratiquants du sport et les responsables politiques européens pour faire avancer un certain nombre de pistes. Alors aujourd'hui, pour inaugurer cette série d'émissions, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Oconi, qui est parlementaire européen, Bonjour. Originaire de la très belle ville de Tours, en France. Et Jacques Borlée, qui a été élu meilleur entraîneur européen en 2011. Alors c'est quoi, Bonjour. M. Borlée, être meilleur entraîneur européen? Ouais, c'est surtout avoir de la reconnaissance et c'est quelque chose qui est assez important en tant qu'entraîneur. Et c'est les institutions qui vous disent que vous êtes dans le bon chemin et il faut respecter les institutions et ce chemin, continuer à l'ouvrir et à rencontrer énormément de gens pour faire avancer le sport. Vous êtes un entraîneur un peu atypique en Belgique. Vos déclarations, il faut donner de la considération au sport. Les institutions sportives ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, derrière ce cri du cœur? C'est-à-dire qu'il y a un problème d'abord belgo-belge, où le sport est communautarisé et ça pose un problème énorme sur le sport de haute compétition et sans arrêt on est face à des problématiques qui sont insurmontables comme des problèmes de dopage mais aussi la gestion du sportif de haut niveau. Et puis étant la capitale de l'Europe, il est important qu'on ait une réflexion approfondie du sport. Pourquoi? Parce que l'Europe ne se construit pas parce qu'il n'y a pas d'émotionnel. Et si vous voulez qu'on s'accapare l'Europe, il y a deux choses qui sont importantes, c'est le sport et la culture. Et créer des échanges entre les différentes nations. Et le sport, pour ça, pourrait être exceptionnel. Et donc, je pense qu'on doit copier le système américain, le système universitaire. Bon, c'est une idée qui n'est pas évidente à monter en Europe parce qu'on est ancré dans des modes de fonctionnement qui sont compliqués à changer. Mais je pense que si on avait un système universitaire avec des compétitions internationales et qu'on pourrait créer des rencontres avec les Allemands, les Polonais et tout ça, ce serait exceptionnel. On a parlé Est-ce qu'on peut parler, Madame le député, d'un système du sport en Europe, déjà? Je pense que tout est à faire. Et alors là-dessus, je vous rejoins complètement. C'est-à-dire que je pense qu'il manque une âme, une âme citoyenne au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, cette Europe, elle est normative, contraignante, elle est économique, elle est financière, mais elle n'a pas d'âme entre les peuples. Et je pense qu'effectivement, la culture, le sport est le moyen de véhiculer cette âme. Et je pense que l'Union européenne, aujourd'hui, ne s'est pas approprié cette envergure citoyenne du sport pour elle, pour sa construction. Et le fait que la compétence du sport soit une compétence européenne depuis 2009, est certainement une des raisons pour lesquelles tout reste à faire. Alors ceci est un début, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Il y a eu l'apparition du mot sport et la référence au sport dans le traité de Lisbonne. Quelles sont les prochaines étapes? Alors tout d'abord, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, depuis 2009, traité de Lisbonne, le sport est une compétence européenne, mais elle n'est qu'une compétence d'appui. Donc ce n'est pas une compétence sur le fond, une compétence d'appui. Donc je trouve qu'on n'est pas allé une fois de plus assez loin. Nous n'avons pas été assez ambitieux. Mais c'est une première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous saisir de cette compétence d'appui, en faire une compétence de fond finalement et envoyer à chacun des États membres les bons signaux, aller sur les échanges de bonnes pratiques, mais également aller sur des textes un peu plus ambitieux, un peu plus forts sur la corruption, sur le dopage. Vous voyez qu'on ait une vision très juridique, très citoyenne et très fédéraliste du sport, qui est chaque volet. Un sportif reconnu, un entraîneur reconnu comme vous, M. Borlée, qu'attend-il de l'Union européenne en termes d'initiatives un peu concrètes, en dehors de l'enveloppe juridique que l'on vient de vous expliquer? C'est-à-dire la grande problématique du sport, ce sont les fédérations qui légifèrent au niveau du dopage. Et donc, il faut absolument que les institutions prennent ça à bras-le-corps et légifèrent dans ce domaine-là. Et puis, quelque chose qui risque aussi d'envenimer le sport, mais c'est tous les paris. Et donc, le sport, par son mode de fonctionnement, commence à avoir une image très très négative. Et donc, oui au sport de compétition,
Mais moi, je voudrais avoir une image archi positive du sport pour que ça puisse servir à l'école, dans les universités, dans le monde de l'entreprise, dans l'intégration et faire en sorte que le mot sport soit intéressant pour tout le monde. Ça concerne toutes les familles et donc il faut partir d'une page blanche, le reconsidérer, en développer ses valeurs, parce que les valeurs du sport sont exceptionnelles, et arriver à légiférer pour faire en sorte qu'il y ait moins de déviance. Il y aura toujours des déviances, c'est le génie et le malheur de l'homme, mais la communauté européenne et le Parlement européen a un rôle énorme à jouer pour essayer de faire en sorte que se créent des échanges joyeux, heureux entre les peuples. Sur cette responsabilité sociale du sport, je crois que vous la partagez l'un et l'autre. Est-ce qu'on peut légiférer ou est-ce qu'on doit laisser justement la masse et les responsables politiques locaux ou nationaux faire leur travail sur ce socle social? Alors, tout d'abord, sur la partie sociale, effectivement, il y a énormément de choses à faire dans l'organisation déjà d'une commission qui prenne à bras-le-corps ce sujet. Et ça, c'est une vraie question. Moi, j'organise la semaine prochaine ou dans 15 jours une réunion d'un certain nombre d'acteurs liés au sport pour donner une envergure européenne à ce qui existe en France qui s'appelle l'UNSS, qui est l'Union nationale du sport scolaire et l'Union nationale du sport universitaire. Et je pense que dans l'Union européenne, ça manque ça. Aux États-Unis, qu'est-ce qui porte les valeurs du sport? Qu'est-ce qui fait que le sport, chaque citoyen européen se l'est approprié? C'est qu'il est dès l'école, non pas accessoire, mais une matière essentielle, et dans l'université des championnats qui fédèrent des jeunes autour de ces mouvements. Donc déjà, je pense qu'il faut que nous allions sur des structurations de la sorte qui permettraient de donner ce volet au sport dans l'Union européenne. Et pour revenir sur l'aspect des paris en ligne, là c'est vraiment des textes sur lesquels on a déjà commencé à travailler. Une résolution a été adoptée à Strasbourg à ce sujet, où le signal qu'envoie le Parlement, c'est de dire nous voulons que l'Europe soit garante de l'intégrité dans le sport. Dans le sport professionnel essentiellement. Évidemment. Et puis ensuite, il faut que, comme ça se fait en France et dans d'autres États membres, il faut qu'au niveau des paris en ligne, il y ait des cadres qui soient faits. C'est-à-dire qu'un pari qui est fait sur une compétition ne peut l'être sans avoir un lien entre ceux qui organisent les paris, ceux qui organisent la compétition. Et au-delà de ça, moi je souhaiterais que une partie de la collecte sur les paris soit destinée au sport de masse. Parce que qu'est-ce qui fait le social, le lien social, l'animation sociale des territoires? C'est le sport de masse. Et aujourd'hui, très sincèrement, en France comme ailleurs, il est le parent pauvre du sport. Et je considère que l'Europe aussi là-dessus peut intervenir et intercéder en la faveur du sport de masse. Jacques Bordet, je suis vraiment tout à fait d'accord. Vous parliez tout à l'heure du système américain. Vous pensez qu'il soit transposable dans les éducations nationales des États membres? J'en suis à peu près convaincu, mais derrière ça, il faut développer les valeurs du sport. Et puis, je pense qu'on devrait aussi créer dans des sports moindres, comme le basket, comme le hockey, comme le volleyball, véritablement des championnats d'Europe. Et ça créerait déjà des échanges. Ça, c'est assez facile à réaliser rapidement. Maintenant, au niveau des étudiants, du monde universitaire, c'est peut-être plus compliqué, mais ça mettrait vraiment la saveur et ça permettrait aux jeunes, aux universités, de s'identifier d'abord par rapport à l'excellence qui est dans le monde universitaire et cette excellence qu'on peut retrouver dans le domaine sportif. Et puis, il n'y a pas de chose de plus catastrophique que des jeunes à 16 ans doivent stopper les études pour pouvoir faire du sport de compétition. Et ça, je trouve ça vraiment quelque chose d'horrible. Et l'Europe ne permet pas à des jeunes et de faire des études et du sport de compétition. Et ça, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, nous l'avons étudié dans le cadre de Sport et Citoyenneté, confrontés avec un vrai problème de non-mobilité et d'obésité de la part des classes des jeunes. Quand on fait des études dans le monde entier sur les jeunes de 6 à 12 ans, on va vers une véritable catastrophe, je crois que vous en convenez. Alors là, la responsabilité incombe à qui? À l'éducation nationale. Je reviens à l'organisation sportive, aux hommes politiques. En Belgique, je crois que vous signaliez le fait qu'il y avait 2 ou 3 heures de sport par semaine. C'est trop peu. En France, j'imagine que c'est pas plus. Donc les solutions, Madame le député. Écoutez, moi je pense qu'il y a à la fois un vrai manque, une vraie défaillance de la part du système dans l'éducation nationale
dans l'Union européenne en général, parce qu'on voit effectivement le taux de croissance des enfants obèses qui est assez incroyable et pour lequel je trouve on n'intervient pas assez. Donc il y a l'aspect sport à l'école qui doit être revu avec de vrais équipements, c'est-à-dire des écoles qui ont accès à de vrais équipements sportifs. On ne fait pas ça dans la cour et sur le goudron. Et puis une matière, le sport, qui est une matière aussi obligatoire et nécessaire que les mathématiques, l'histoire, la géographie. Je veux dire, aujourd'hui, en France par exemple, mais dans d'autres États membres aussi, le sport, on en fait quand il ne fait pas trop chaud, quand il ne pleut pas, quand il ne fait pas trop froid. Et puis quand il faut rattraper un cours d'histoire géo qui n'a pas eu lieu, eh bien on le fait pendant la classe de sport. Ça n'est pas admissible. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que nous ayons aussi de la pédagogie. C'est-à-dire que l'Union européenne doit demander aux États membres d'avoir de la pédagogie à destination des familles. Parce qu'aujourd'hui, par souci de facilité, mais moi la première peut-être, je donne un paquet de gâteaux sur le canapé à mes enfants et je leur demande de jouer aux jeux vidéo parce que pendant ce temps-là, je vaque à mes occupations. Ils sont tranquilles. Pardon, moi je voudrais compléter ce débat. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mode d'éducation? C'est qu'on s'intéresse globalement qu'au QI, au quotient intellectuel. Et donc, je voudrais même aller au-delà de uniquement faire du sport, il faut s'intéresser au quotient émotionnel. Quel est le constat? C'est qu'en 2020, une personne sur deux active risque le burn-out. Nous sommes dans des problèmes d'obésité incroyables. Et l'autre chose, une personne sur deux souffre de problèmes de dos ou risque d'avoir des problèmes de dos. Donc on est face à un monde que je vais stigmatiser de racrapoteux qui se tient mal et qui est en difficulté. Et donc, il faut absolument changer notre mode d'éducation, changer la manière de travailler dans le monde de l'entreprise. Et ce que je voudrais essayer d'expliquer, et qui n'est pas simple à expliquer, c'est que le sport de haut niveau, s'il est bien fait, et c'est pour ça que je veux créer un centre européen de la haute technologie, c'est qu'on a un challenge fou de travail sur la neuroscience, sur le cerveau et sur ce qu'on appelle les EMG, le travail musculaire, pour voir l'harmonisation du corps. Et donc, si on travaillait comme des Formule 1, les sportifs de haut niveau, mais pas dans le dopage, dans l'harmonisation, l'équilibration du corps et sur le travail des muscles profonds, on pourrait peaufiner de façon incroyable notre mode d'éducation et la formation auprès des entraîneurs, auprès des professeurs et auprès des kinésistes. On a un challenge fou. On est soi-disant une société évoluée. Quand on regarde nos jeunes, quand on regarde notre société, elle n'est pas belle dans sa manière de fonctionner, dans sa manière d'être. Et donc, je pense qu'on doit la reconsidérer et revoir notre feuille de route parce qu'on se trompe. Sans vouloir caricaturer, mais ni réduire tout cela au football, mais l'image des footballeurs, aujourd'hui, pèse beaucoup dans l'opinion publique des jeunes qui se mettent ou pas au sport. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, et lesquels, ont le pouvoir de changer un peu les choses au niveau, parlons du football professionnel? Madame Écoutez, moi, j'ai le sentiment que le texte porté par Michel Platini au niveau du fair play financier, c'est-à-dire faire en sorte que les clubs ne dépensent pas pour acheter des joueurs plus que la recette dont ils disposent. Ça s'appelle la règle d'or ici au Parlement européen. Moi je pense que ça c'est quelque chose d'essentiel. Mais au-delà de ça, là il faut que l'Europe se positionne très clairement pour que sur un joueur de tour, je prends ma ville, un joueur de tour. Vous jouez en 2e division. Voilà. Mais elle a été championne d'Europe en volley. Bon, bref. Donc la ville de Tours, un joueur de l'équipe de foot de Tours qui part sur un autre club et qui finalement termine dans un échange très rémunérateur entre Arsenal et Barcelone par exemple, eh bien je souhaite que la redistribution qui se fait actuellement, mais d'une façon insuffisante, compte tenu des masses financières que ça représente, je trouve que il doit être mis en œuvre un mécanisme de redistribution qui soit beaucoup plus important pour les clubs y compris de territoire. Pour Tours, mais y compris pour le club amateur formateur. Bien sûr. Où ce gamin a été repéré partout. Mécanisme de redistribution. Sur le football. Mais moi j'irai plus loin. D'abord, il y a une concurrence déloyale entre les différents pays et ça il faut absolument légiférer. Et puis moi je pense qu'un club professionnel, à partir du moment où il a des masses d'argent inimaginables, si on légifère au niveau européen, ce club professionnel pourrait s'occuper du volleyball, du basketball, de l'athlétisme, du hockey et l'obliger à s'intéresser à un minimum de 6 sports autres que le football. C'est ce que fait le Real Madrid par exemple. Voilà. Et donc il faut absolument faire en sorte
qu'il y ait une harmonisation du sport. Parce qu'on parle beaucoup trop football et on devrait parler aussi d'autres sports qui ont des valeurs exceptionnelles. Et alors ce que je voudrais rajouter, il y a une déviance au niveau du football sur les valeurs et sur les comportements qu'il y a dans les tribunes et à certains moments même dans le racisme. Et donc la fédération internationale, la fédération européenne et les fédérations de chaque pays doivent absolument être beaucoup plus dures. Mais ça doit être aidé par les institutions européennes qui doivent cadrer les choses beaucoup mieux. Madame Oconi, sur tous ces dossiers, quelles sont vos 2 ou 3 priorités pour votre prochain mandat de député européen, on va dire? Bien sûr. Alors, moi, j'ai été porteur d'un texte sur les paris en ligne. Intégrité, relation entre celui qui organise les paris et celui qui organise la compétition, redistribution d'une collecte sur ces paris. Ça, c'est pour moi des choses importantes. Le dopage, la corruption, l'intégrité dans le sport, c'est aussi des sujets importants. Et il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la double formation des sportifs. Vous savez que c'est un sujet qui est très soutenu par l'actuelle présidence irlandaise, de se dire, OK, il faut qu'on mette en œuvre un mécanisme qui permette aux sportifs professionnels d'avoir une formation liées à leur sport, mais une formation également par ailleurs, parce qu'à 30-35 ans, lorsque leur carrière, qui souvent est courte pour des athlètes qui n'ont pas gagné les millions et les centaines de millions de certains joueurs médiatiques, eh bien pour ces hommes et ces femmes-là, il faut qu'il y ait une vie après le sport. Et je pense qu'il est de notre ressort de tout mettre en œuvre pour que nos sportifs, qui seront le sémaphore de notre Union européenne, eh bien, aient une vie après cette période de notoriété et de vie sportive. Alors quel est l'avis des enfants borlés après leur carrière et de tous vos athlètes? Qu'est-ce que je voudrais compléter quelque chose de très important au niveau du dopage. Je voudrais que dans le dopage, on ne sanctionne pas uniquement le sportif, mais absolument tout l'entourage et de façon très très sévère. Ça, c'est fondamental si on veut éradiquer cette problématique. Vous pensez que l'athlétisme est plus épargné que d'autres sports comme le cyclisme par le dopage? Vous ne pensez pas? Non, il y a une véritable problématique, je n'ai pas peur de le cacher. C'est un sport que j'adore et quand il est fait dans l'intégrité, il est exceptionnel. Mais à certains moments, c'est tellement visible que ça fait mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Mais on n'est pas assez strict dans ce domaine-là. Vous parliez, j'ai retenu votre expression, de préparer des Formule 1 de l'athlétisme. C'est réservé vraiment à une élite. Cette élite, vous savez comment la préparer, mais... Ce que je voudrais, c'est qu'on relativise les choses. Moi, je dis souvent que je suis le papa des gars qui tournent en rond. Donc, c'est pas ça qui est important. C'est la manière de comment vous le faites et comment vous pouvez respirer vers la société. Ma grand-mère disait, je suis fou dingue d'Eddy Merckx, mais elle roulait pas à vélo. Donc, c'est l'exemplarité du sport qui est intéressante. Et en interne, au niveau du sport, en proprement parler de l'athlétisme, mais c'est comment on peut respirer pour créer une force, une ardeur et devenir conquérant, parce que c'est ça qui devient important. On vit par mimétisme. Et quand le sport est bien fait, ça donne une force aux jeunes, mais ça donne aussi de la force aux futurs entrepreneurs qui sont bien dans leur peau et qui vont être conquérants. Nous rentrons dans la mondialisation et pour ça, il va falloir vraiment faire des gagnants. On parlait de l'argent dans le sport professionnel, mais l'argent va rester quand même le nerf de la guerre, pardon. La responsabilité des pouvoirs publics dans le financement du sport, au niveau d'un ministère, au niveau d'une municipalité, jusqu'où doit-il aller? Alors là, je pense que c'est effectivement, c'est le nerf de la guerre et je pense que le sport dans ses aspects locaux est le parent pauvre par rapport à toutes les autres politiques. Moi, je suis très fière d'avoir été porteur d'un amendement dans la politique régionale européenne pour que l'Europe cofinance des équipements sportifs, soit dans le maillage territorial. Vous savez, pour moi, le sport, c'est un lien social, de la cohésion sociale et territoriale. Le lien, c'est un outil de santé, le sport est un outil de santé publique. Le sport, c'est aussi de l'économie. 3% du PIB européen, moi je regrette, économie, c'est pas un gros mot. Et 3% du PIB européen avec un taux de croissance que beaucoup de filières peuvent envier au monde du sport. Et puis, c'est aussi des valeurs. Des valeurs, vous le disiez tout à l'heure. Moi, je regrette quand j'ai été DRH dans une société immobilière de 100 personnes. Et je pouvais remarquer combien les salariés qui étaient les plus performants, parce que dans le collectif, étaient des salariés qui avaient joué
enfant au basket, au volley, au foot. Combien ces valeurs, combien ce sport collectif emmener les valeurs de l'équipe. C'est quelque chose d'important, mais même dans les sports individuels, parce que vous faites partie aussi d'une équipe. Et je pense que ce sont des valeurs importantes, et donc il faut qu'au niveau des municipalités, on se donne les moyens du sport, mais il faut aussi que l'État se dote des moyens ambitieux pour que le sport soit cet outil de santé publique, de lien social dont je parlais au départ. Merci Madame le député, merci Monsieur Borlée. Je conclurai en disant que le sport ne se limite pas à la meilleure perf sur un tour de piste, ou à des débats parfois un peu trop théoriques dans les enceintes politiques, mais je crois qu'avec des acteurs de terrain comme vous, les choses vont avancer dans le sens que vous avez décrit. Je vous en remercie.